Et puis le dernier chapitre, j'ai eu du mal à lui trouver un titre parce qu'il ne parle pas de relation. J'ai pensé à l'appeler « Relation à soi-même ». Il s'agit vraiment de développement personnel, comme comment structurer toutes les informations qui existent. Et il y a plusieurs éléments. Il y a une section sur la façon de traverser le deuil, basée sur la science et les pratiques pour gérer le deuil. Ces pratiques, et même simplement la compréhension de ce qu'est le deuil, cette nouvelle façon de voir ce qui est, sur quoi on peut agir et sur quoi on ne peut pas agir, c'est vraiment une activation du circuit de la récompense, qui ne peut pas être satisfaite. C'est comme si je mourais de soif et que j'essayais d'atteindre ça sans y arriver. C'est ça le deuil, en réalité. Il m'arrive parfois de recevoir un appel de la fille de mon ancienne directrice de thèse, qui est décédée et avec qui j'étais très proche. Elle utilise le numéro de sa mère, donc le nom de sa mère s'affiche toujours. Et il y a ce moment où je me dis « et je ressens ce vide ». Maintenant, j'adore parler avec sa fille. Elle est même devenue neuroscientifique. Mais le deuil, c'est ce sentiment perpétuel de ne pas pouvoir sentir la personne ou la chose. Il y a leurs lunettes, et je ne peux rien faire, ce désir profond. Et comment cela doit être reconfiguré, et le type de travail que nous pouvons réellement faire pour, de manière saine, reconfigurer ce circuit du deuil. Et puis comment la notion de quelqu'un que nous avons perdu, ou d'un animal de compagnie, se reformule dans notre esprit comme quelque chose sur quoi on ne peut plus agir maintenant, mais avec lequel nous gardons malgré tout un lien et une représentation mentale. Et pour moi, c'était quelque chose d'important à inclure. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il semble y avoir une contradiction dans la littérature de développement personnel et en psychologie, où la moitié des choses que l'on voit, c'est « vas-y, prends sur toi, remplis tes rôles dans la vie. Ne sois pas une feignasse, fais de l'exercice, tu vois. » Et puis l'autre moitié, c'est « ne fais pas juste les choses machinalement, ne t'éloigne pas de ton vrai moi, de ton moi profond, de ton moi essentiel. » Donc je pense qu'il y a de nombreuses années, ce chapitre m'aurait vraiment été utile. C'était ça en fait. J'aurais pu avoir besoin de tous les chapitres. Et j'avais des problèmes de sommeil. Donc ce chapitre m'aurait été utile. Le chapitre sur le stress aussi, tout ça. Beaucoup de ces connaissances scientifiques n'étaient pas connues à l'époque. Écrire ce livre aurait été impossible. Mais quand Jim Hollis, cet incroyable psychanalyste jungien, est venu sur le podcast, il avait, vous savez, 84 ans à l'époque. 86 maintenant. Et je m'attendais à ce qu'il parle du soi essentiel et des désirs du cœur. Il a écrit Under Saturn's Shadow sur la guérison et les traumatismes des hommes. Il a aussi écrit The Eden Project sur les relations et la difficulté des relations, notamment amoureuses. Et je m'attendais à ce qu'il me donne tout ce genre de réflexion très profonde et sincère. Et en fait, il a parfaitement résumé la situation. Il a dit « tu dois te taire, te préparer et répondre présent ». Et j'ai dit « d'accord, ça ressemble un peu à un conseil de boomer ». Il m'a répondu « non, mais c'est pas ce que tu crois ». Il a dit « arrête de te plaindre, il y a forcément quelqu'un qui souffre plus que toi ». Ça, c'est une question de gratitude. Donc c'est pas exactement « tais-toi », c'est « sois reconnaissant pour quelque chose ». Tu es en vie. Tu dois atteindre ce niveau quand tu souffres. Cool, ça part de là. Il y a beaucoup de données sur la gratitude, comme on le sait. Ensuite, il y a prépare-toi. On doit être prêt. On doit apprendre à nous préparer. À nous préparer. C'est pas juste range ta chambre. Je veux dire, ça aussi. Mais c'est surtout qu'on doit se préparer à être présent. On doit se mettre dans le bon état d'esprit. On doit développer des processus qui nous permettent d'assumer nos différents rôles. Et ensuite, on doit être présent pour ces rôles. On doit remplir ces rôles. Et tu sais, j'ai rempli beaucoup de rôles dans ma vie, tu sais, tout comme toi. Et c'est super important. Si quelqu'un est à la dérive, il faut qu'on fasse ça. Et il explique à quel point c'est crucial pour notre psyché, à quel point c'est essentiel pour notre sentiment de valeur personnelle. Et puis il a aussi cette autre idée sur à quel point il est crucial, idéalement une fois par jour, mais au moins quelques fois par semaine, de sortir du schéma stimulus-réponse. C'est-à-dire, tu sais, tais-toi, prépare-toi, réponds présent, et vraiment te connecter à ce qui est vrai pour toi, comme ce qu'il appelle les désirs de ton cœur. C'était plus le Hollis auquel je m'attendais, tu sais, et comment simplement calmer l'esprit, sans avoir l'impression que tu dois faire quoi que ce soit à ce moment-là. Permet aux choses de remonter de ton inconscient, et de vraiment te poser des questions. Et il a donné ces exemples, comme « Est-ce que le mariage dans lequel je suis depuis 40 ans est vraiment celui dans lequel je vais être ?» Parce que j'ai donné l'exemple en disant « À quel point c'est beau ?» Les gens disent ça, et il répond « Oui, mais il y a beaucoup de gens qui terminent leur vie après ces longs mariages. » Et ils se disent « Je n'avais pas vraiment envie d'y être. » C'est ça la tragédie, non ? Et à quel point il aurait mieux valu que les gens puissent identifier qui ils sont vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, et se connecter à ce qui compte pour eux. Je me suis dit mince, ça a l'air si simple. Et pourtant, c'est un travail difficile. Simple, mais pas facile. Simple, mais pas facile. Et à quel point il est important de faire les deux. Le stress, au fond, est un système généralisé. Il n'a pas été conçu pour les attaques de tigres ou de personnes. C'est un système destiné à mobiliser d'autres systèmes dans le cerveau et le corps.
Il n'a pas été conçu pour une seule chose. Et cela lui donne un certain avantage pour prendre le contrôle de l'état de notre cerveau et de notre corps. Mais cela vous donne aussi, à nous tous, un avantage pour le contrôler, parce qu'il est basé sur des mécanismes biologiques préprogrammés. Et il existe des mécanismes biologiques préprogrammés, c'est-à-dire des cellules, des substances chimiques, des voies et des tissus qui existent en vous en ce moment et qui ne nécessitent aucune plasticité neuronale et qui vous permettent de freiner le stress. Et donc, nous allons en parler. Alors, parlons de la réponse au stress. Et en faisant cela, vous comprendrez exactement pourquoi les outils que je vais vous donner fonctionnent. Pour ceux d'entre vous qui se disent « Attendez, je veux juste les outils, donnez-moi simplement un résumé ». Croyez-moi, si vous comprenez le mécanisme, vous serez dans une bien meilleure position pour intégrer ces outils, pour les enseigner aux autres et pour les adapter à mesure que vos circonstances de vie changent. Les facteurs de stress peuvent être psychologiques ou physiques. D'accord ? Si je vous mets dehors par une journée froide sans veste pendant très longtemps, c'est stressant. Si je vous fais réviser pour trop d'examens à la fois, et que vous n'arrivez pas à tout équilibrer avec votre rythme de sommeil et vos autres besoins de confort et de bien-être, comme la nourriture, le repos, le sommeil et les liens sociaux, c'est stressant. Donc, la réponse au stress a deux volets. C'est un oui pour certaines choses, et c'est un non, pas maintenant, pour d'autres. C'est pourquoi vous sentez du sang affluer dans certains organes et tissus de votre corps, mais pas dans d'autres. Mais en gros, vous êtes activé de manière à favoriser le mouvement. Et c'est parce que, au fond, la réponse au stress est simplement ce mécanisme générique qui dit « fais quelque chose ». Vous allez vous sentir agité. Et c'est parce que ce mécanisme a été conçu pour vous pousser à agir. C'est donc important, car si vous voulez contrôler le stress, vous devez apprendre à gérer cette agitation. J'aimerais vous donner un outil à ce stade, parce que je pense que si on approfondit encore davantage les explications scientifiques, les gens vont commencer à se demander si cela va simplement être un cours universitaire classique sur la réponse au stress. Si vous voulez réduire l'intensité de la réponse au stress, la meilleure chose à faire est d'activer l'autre système du corps, qui est conçu pour l'apaisement et la relaxation. Et ce système s'appelle le système nerveux parasympathique. Et le système nerveux parasympathique est vraiment intéressant, surtout à cause des nerfs crâniens, ceux qui se trouvent dans le tronc cérébral et dans la région du cou. Ceux-ci ont une connexion directe avec différentes parties de votre visage, en particulier les yeux. Ils contrôlent des choses comme les mouvements des yeux, la dilatation des pupilles, ce genre de choses, ainsi que la langue, les muscles du visage, etc. Donc je vais vous enseigner le premier outil maintenant, afin de ne pas vous submerger avec toutes ces connaissances académiques, sans vous donner quelque chose d'utile. Et l'outil qui, du moins à ma connaissance, est le plus rapide et le plus solidement ancré dans la physiologie et les neurosciences. Pour se calmer de manière autonome, il s'agit de ce qu'on appelle le soupir physiologique. S-O-U-P-I-R. Ce dont je parle lorsque je fais référence au soupir physiologique, c'est du lien très réel, décrit dans les manuels de médecine, entre le cerveau, le corps, et le corps en ce qui concerne l'appareil respiratoire, c'est-à-dire le diaphragme et les poumons, ainsi que le cœur. Prenons le signe distinctif de la réponse au stress. Le cœur commence à battre plus vite. Le sang est envoyé vers les grands muscles du corps pour vous éloigner de ce qui cause le stress, ou simplement vous donner envie de bouger ou de parler, votre visage devient rouge, etc. Cependant, il existe une façon de respirer qui contrôle directement votre rythme cardiaque, grâce aux interactions entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous inspirez, que ce soit par le nez ou par la bouche, ce muscle squelettique à l'intérieur de votre corps, appelé le diaphragme, il descend. Et c'est parce que les poumons se dilatent, le diaphragme descend. Votre cœur devient en fait un peu plus gros dans cet espace élargi. Il y a plus de place pour le cœur. Et par conséquent, le sang qui s'y trouve circule maintenant un peu plus lentement dans cet espace plus grand qu'avant que vous n'inhaliez. D'accord, donc plus d'espace, le cœur devient plus gros, le sang circule plus lentement, et il y a un petit groupe de neurones appelé le nœud sinusal dans le cœur qui enregistre cela. C'est, croyez-le ou non, ces neurones détectent la vitesse du flux sanguin dans le cœur et envoient un signal au cerveau, indiquant que le sang circule plus lentement dans le cœur. Le cerveau envoie alors un signal au cœur pour accélérer le rythme cardiaque.
Donc ce que cela signifie, c'est que si vous voulez que votre cœur batte plus vite, inspirez plus longtemps, inspirez plus vigoureusement que vous n'expirez. Maintenant, l'inverse est aussi vrai. Si vous voulez ralentir votre rythme cardiaque, donc en cas de stress, vous voulez ralentir votre rythme cardiaque, ce que vous voulez faire, c'est, encore une fois, tirer parti de cette relation entre le corps, c'est-à-dire le diaphragme, le cœur et le cerveau. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous expirez, le diaphragme remonte, ce qui rend le cœur un peu plus petit. Il devient en fait un peu plus compact. Le sang circule plus rapidement dans cet espace compact. Le nœud sinusal enregistre que le sang circule plus rapidement, envoie un signal au cerveau, et le système nerveux parasympathique, certains neurones dans votre tronc cérébral, envoient un signal de retour au cœur pour ralentir le rythme cardiaque. Donc si vous voulez vous calmer rapidement, vous devez faire en sorte que vos expirations soient plus longues et ou plus vigoureuses que vos inspirations. Maintenant, la raison pour laquelle cet outil est si intéressant pour contrôler le stress, c'est qu'il fonctionne en temps réel. Cela ne nécessite pas une pratique où vous devez aller vous asseoir et faire quelque chose séparément de votre vie quotidienne. Le soupir physiologique est quelque chose que les gens commencent naturellement à faire lorsqu'ils ont pleuré et qu'ils essaient de reprendre leur souffle ou de se calmer après avoir beaucoup sangloté. Ou encore lorsqu'ils se trouvent dans des environnements claustrophobes. Cependant, la chose incroyable à propos de ce que nous appelons le diaphragme, ce muscle squelettique, c'est que c'est un organe interne que vous pouvez contrôler volontairement. Donc, cette voie incroyable qui va du cerveau au diaphragme passe par ce qu'on appelle le nerf phrénique. P-H-R-E-N-I-Q-U-E. Le nerf phrénique innerve le diaphragme. Vous pouvez le contrôler quand vous voulez. Vous pouvez doubler vos inspirations ou même les tripler. Vous pouvez expirer plus que vous n'inspirez, tout ce que vous voulez faire. C'est un organe tellement incroyable. Et le soupir physiologique est quelque chose que nous faisons spontanément, mais quand vous vous sentez stressé, vous pouvez faire une double inspiration. Longue expiration. Maintenant, je viens de vous dire il y a une minute que si vous inspirez plus que vous n'expirez, vous allez accélérer votre rythme cardiaque, ce qui va favoriser plus de stress et d'activation. Maintenant, je vous dis de faire 2 inspirations suivies d'une expiration pour vous calmer. Et la raison, c'est que ces 2 inspirations suivies d'une expiration, qui est le soupir physiologique, profitent du fait que lorsque nous faisons une double inspiration, même si la deuxième inspiration ne fait entrer qu'un tout petit peu plus d'air, parce qu'il est assez difficile de faire 2 grandes inspirations d'affilée, vous faites une grande inspiration profonde, puis une autre petite, en essayant d'en ajouter un peu plus. Les petits sacs dans vos poumons, les alvéoles pulmonaires. Vos poumons ne sont pas seulement 2 grands sacs, mais vous avez des millions de petits sacs répartis dans les poumons, qui font que la surface de vos poumons est aussi grande qu'un court de tennis. C'est incroyable. Si on étalait tout cela, ces sacs ont tendance à s'affaisser lorsque nous sommes stressés. Et le dioxyde de carbone s'accumule dans notre circulation sanguine, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sentons également agités. Mais lorsque vous faites 2 inspirations suivies d'une expiration, les 2 inspirations regonflent ces petits sacs dans les poumons. Et ensuite, lorsque vous faites une longue expiration, cette longue expiration est alors beaucoup plus efficace pour débarrasser votre corps et votre circulation sanguine du dioxyde de carbone, ce qui vous détend très rapidement. Lorsque vous vous sentez stressé, il suffit d'effectuer le soupir physiologique 1 à 3 fois. Donc ce serait 2 inspirations, puis une expiration, 2 inspirations, puis une expiration. Peut-être juste 2 fois, cela fera baisser votre niveau de stress très rapidement. Et à ma connaissance, c'est la façon la plus rapide d'y parvenir. Sachez que si vous utilisez le soupir physiologique ou la respiration axée sur l'expiration pour vous calmer, votre rythme cardiaque mettra environ 20 à 30 secondes pour revenir à son niveau de base. Et il se peut que vous deviez répéter le soupir physiologique plusieurs fois. Alors réfléchissons à quelque chose maintenant. Pensons au stress, non pas en termes de s'il est aigu ou chronique, ou s'il est bon ou mauvais pour nous, mais sur 3 échelles de temps différentes. Parce qu'alors nous pourrons comprendre de quoi il s'agit vraiment en ce qui concerne les émotions. Mais je veux vraiment que vous compreniez la différence entre les 3 types de stress sur 3 échelles de temps différentes. Court terme, moyen terme et long terme. Et à quoi cela sert et à quoi cela nuit. Je pense que nous avons tous entendu dire que le stress est mauvais pour nous. Nous avons vu ces images destinées à nous effrayer, et en effet elles sont effrayantes. Vous voyez le joli cerveau vraiment dodu à gauche, indiqué comme sain ou témoin. Puis vous voyez le cerveau avec écrit stressé au-dessus à droite, et il semble flétri, où on voit que l'hippocampe, une zone impliquée dans la mémoire, est plus petite. Les personnes stressées. Je pense qu'on a tous entendu tellement de fois maintenant que le stress est mauvais. Mais dans cette conversation, malheureusement, cela a éclipsé certaines des choses vraiment positives que le stress nous apporte à court terme. Lorsque la réponse au stress se déclenche, c'est bon pour votre système immunitaire. Je sais que cela peut être difficile à accepter, mais c'est absolument vrai. En fait,
Le stress prend souvent la forme d'une infection bactérienne ou virale. Et la réponse au stress est en partie organisée pour combattre les infections bactériennes et virales. Donc le stress à court terme et la libération d'adrénaline en particulier, ou d'épinéphrine, c'est la même chose, adrénaline, épinéphrine, sont bénéfiques pour combattre l'infection. Et pour moi, cela n'est tout simplement pas assez discuté, c'est pourquoi j'en parle ici. Et cela concerne un outil particulier, à propos duquel beaucoup d'entre vous posent des questions. Mais j'ai pas souvent l'occasion d'en parler dans un contexte aussi approprié. Ce n'est pas que ce soit jamais inapproprié d'en parler, mais ce dont je vais parler maintenant, c'est de l'utilisation, encore une fois, de la respiration, pour activer de manière quelque peu artificielle la réponse au stress. Et cela va accomplir deux choses. D'accord, je reviendrai sur le stress à moyen et long terme, mais je veux dire que le stress à court terme est bénéfique. Parce que la dilatation des pupilles, les changements dans la façon dont les yeux focalisent, l'accélération du rythme cardiaque, l'amélioration de vos capacités cognitives, et en fait, ce stress à court terme active certains éléments du cerveau qui vous permettent de vous concentrer. Maintenant, cela resserre votre attention. Vous n'êtes pas doué pour voir ce qu'on appelle la vue d'ensemble, mais cela resserre votre attention. Cela vous permet de faire ce que j'appelle des analyses de durée, de trajectoire et de résultats. Cela vous permet d'évaluer votre environnement, d'évaluer ce que vous devez faire. Cela prépare tout votre système à de meilleures performances cognitives. Cela prépare votre système immunitaire à combattre les infections. Et tout cela a du sens quand on pense au fait que la famine, la soif, les infections bactériennes, les infections virales, les envahisseurs, tout cela déclenche une réponse dans le corps qui est conçue pour vous pousser à lutter contre n'importe quel facteur de stress, qu'il soit psychologique, physique, bactérien ou viral. Encore une fois, la réponse au stress est non spécifique. L'outil profite du fait que lorsque l'adrénaline est libérée dans le corps par les glandes surrénales, cela a pour effet de libérer également beaucoup de ces cellules tueuses à partir des organes immunitaires, en particulier de la rate, mais aussi d'autres endroits, ainsi que des interactions avec le système lymphatique qui combattent l'infection. La façon dont cela fonctionne dans le monde réel est mieux illustrée par une étude que l'on peut relier à ce que l'on appelle la respiration de Wim Hof. Maintenant, la respiration de Wim Hof porte le nom de celui qu'on appelle l'homme de glace, Wim Hof. Il y a deux éléments dans une sorte de protocole de respiration qu'il a développé, qui est aussi basé sur ce qu'on appelle la respiration Tummo, T-U-M-M-O. Donc, avant Wim, il y avait la respiration Tummo, et beaucoup de gens appellent cela maintenant la respiration de suroxygénation. Donc c'est une hyperventilation délibérée. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire cela ? Eh bien, l'hyperventilation délibérée effectuée pendant environ 25 cycles, donc inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, ce schéma de respiration, avec des mouvements rapides du diaphragme, va libérer de l'adrénaline depuis les glandes surrénales. Lorsque l'adrénaline est libérée dans le corps, vous êtes dans une meilleure position pour combattre les infections. Donc que vous respiriez très rapidement lors de ces cycles de 25 respirations, et peu importe comment vous l'appelez, cela n'a pas d'importance. L'adrénaline est libérée. Si vous prenez une douche froide, l'adrénaline est libérée. Si vous entrez délibérément dans un bain de glace, et même si vous le faites sans le vouloir, l'adrénaline est libérée. Vous imitez la réponse au stress. Et cette adrénaline sert à supprimer ou à combattre les infections. Et cela a été magnifiquement démontré dans une étude publiée dans une revue très prestigieuse, les Proceedings of the National Academy of Sciences des États-Unis. Elle s'appelle littéralement Proceedings of the National Academy of USA, pour la distinguer des autres comptes rendus d'autres académies nationales dans d'autres pays. Le déroulement de l'expérience était le suivant. Les participants ont reçu une injection d'endotoxine. Dans certains cas, ils ont reçu une injection de parois bactériennes qui imitent une infection. Cela provoque de la fièvre, ça donne la nausée, on se sent malade, ce n'est pas agréable. La moitié des participants ont suivi un schéma respiratoire particulier qui ressemblait beaucoup à celui que j'ai décrit il y a un instant. Ils faisaient 25 inspirations et expirations profondes, suivies d'une expiration, retenaient leur souffle, puis répétaient 25 inspirations, expirations, et retenaient à nouveau leur souffle. Donc cela ressemblera à quelque chose comme ceci, ou si vous écoutez, ça donne quelque chose comme au bout de 25 ou 30 fois, vous commencerez à ressentir de la chaleur. Vous commencerez à sentir la montée d'adrénaline. Vous libérez de l'adrénaline dans votre corps. Ensuite, expirez. Retenez votre souffle pendant 15 secondes. Et puis répétez. Maintenant, je veux insister. Ne faites jamais, jamais, jamais cela près de l'eau. Des personnes se sont évanouies, ce qu'on appelle une syncope, en eau peu profonde. Certaines personnes en sont mortes. S'il vous plaît, ne le faites pas du tout, à moins d'avoir l'accord de votre médecin, car il y a certains effets pulmonaires et autres. Et les apnées ne doivent absolument pas être pratiquées par quelqu'un qui a un glaucome ou des problèmes de pression, vous savez, de constriction.
faites attention aux risques. Mais ces cycles répétés de respiration, qui libèrent de l'adrénaline, ont permis au groupe qui a suivi ce protocole de ne pratiquement ressentir aucun symptôme après l'injection de cette E. coli, ce qui est remarquable. Ils avaient des symptômes fortement réduits, voire aucun symptôme. Ils ne se sentaient pas fiévreux, ils ne se sentaient pas malades. Ils ne vomissaient pas de diarrhée, ce qui est remarquable, mais cela a parfaitement du sens quand on pense au fait que la réponse au stress à court terme, ce qu'on appelle généralement la réponse aiguë au stress, est conçue pour combattre tous les types de stresseurs. Beaucoup d'entre nous connaissent l'expérience du travail, ou de prendre soin d'un proche, ou du stress. Et puis, enfin, on se détend. Peut-être qu'on part même en vacances, on se dit « maintenant, je vais enfin avoir une pause ». Et puis, on tombe malade. Et c'est parce que la montée d'adrénaline est retombée, et que votre système immunitaire s'est effondré avec elle. Alors s'il vous plaît, comprenez bien cela. Maintenant, beaucoup d'entre vous pourraient demander « Combien de temps ? Est-ce 2 heures ? Est-ce 3 heures ?» Beaucoup d'entre vous aiment la précision, mais cela variera pour chacun. J'utiliserai simplement une règle générale. Lorsque vous n'êtes plus capable d'obtenir un bon sommeil, selon ce que cela signifie pour vous, et veuillez consulter les épisodes sur le sommeil si vous souhaitez en savoir plus sur les outils pour mieux dormir. Lorsque vous n'êtes plus capable d'obtenir un bon sommeil, vous passez alors du stress aigu au stress chronique. Vous devez être capable de désactiver la réponse au stress. D'accord. Donc maintenant parlons du stress à moyen terme. Le stress à moyen terme va être un stress qui dure de plusieurs jours à plusieurs semaines. Qu'est-ce que le seuil de stress ? Eh bien, le seuil de stress est en fait notre capacité à réguler cognitivement ce qui se passe dans notre corps. Une grande partie de l'inoculation au stress, une grande partie de la gestion du stress à moyen terme, sur une échelle de temps de semaines ou peut-être même de quelques mois. Donc on ne parle pas de stress qui dure des années. Beaucoup de cela concerne l'augmentation de notre seuil de stress. C'est une question de capacité. Et il existe des outils très simples, d'excellents outils. Des outils qui nous permettront de moduler notre capacité à gérer le stress. Et ils ressemblent beaucoup aux outils que je viens de décrire. Ils consistent à se placer délibérément dans une situation où notre adrénaline augmente un peu, mais pas à l'extrême. Et puis, lorsque nous nous sentons submergés par l'adrénaline, et que normalement nous paniquerions, il s'agit de nous calmer cognitivement, mentalement, émotionnellement, et d'être à l'aise avec cette réaction dans notre corps. Et à quoi cela ressemblerait-il ? Vous pouvez utiliser la respiration cyclique d'hyperoxygénation pour combattre une infection si vous vous sentez un peu fatigué. Et il y a aussi une façon d'utiliser des choses comme les douches froides ou si vous faites de l'exercice et que vous augmentez beaucoup votre rythme cardiaque, vous entrez un peu dans cette zone de haute intensité où votre cœur bat un peu plus fort que ce qui vous met à l'aise. La clé dans ces moments-là est d'apprendre à détendre l'esprit pendant que le corps est très activé. Une façon de faire cela, et c'est plutôt amusant, si c'est approuvé par votre médecin et que vous êtes capable de le faire, vous pouvez augmenter votre rythme cardiaque. Vous pouvez le faire avec un bain de glace, si c'est votre truc, ou une douche froide, ou une respiration par oxygénation cyclique, ou vous pouvez sprinter ou aller fort sur le vélo. Peu importe ce qui fait monter votre rythme cardiaque. Et ensuite, ce que vous voulez faire, c'est essayer de calmer l'esprit, pendant que votre corps est dans cet état de forte activation. Lorsque nous sommes stressés, nos pupilles se dilatent. L'effet de cette dilatation des pupilles est de créer une vision en tunnel. Cela rétrécit littéralement notre champ de vision. Nous ne voyons plus en panorama. Et il y a d'autres effets également, mais c'est parce que le système visuel, à travers ce système de nerfs crâniens que j'ai décrit précédemment, est lié et fait partie de ce système nerveux autonome. En élargissant délibérément votre champ visuel, c'est-à-dire sans bouger la tête ni les yeux, mais en passant délibérément d'une vision en tunnel à une vision plus large, panoramique, en voyant littéralement plus de votre environnement en même temps. Cela crée un effet apaisant sur l'esprit, parce que cela libère un circuit particulier dans le tronc cérébral qui est associé à la vigilance, c'est-à-dire le stress. Maintenant, c'est très puissant. Si vous courez par exemple et que vous êtes à pleine capacité, ou presque, ou que vous atteignez environ 80-90% de votre maximum sur le vélo, et que vous élargissez votre champ visuel, vous constaterez que l'esprit peut se détendre pendant que le corps est en pleine performance. Et cela est lié à des travaux sur lesquels différentes communautés, comme le milieu sportif, le milieu militaire, etc., travaillent. Mais c'est pas vraiment une forme d'inoculation au stress. Il s'agit plutôt d'augmenter le seuil de stress afin que le corps reste dans un état de vigilance et de réactivité élevée. À haut niveau d'effort, mais l'esprit reste calme. Donc il ne s'agit pas d'unifier l'esprit et le corps. Il s'agit en fait d'utiliser le corps pour augmenter votre niveau d'activation, puis de se dissocier. Pas de trouble de dissociation clinique, mais de dissocier la réponse mentale ou émotionnelle de ce qui se passe dans votre corps. Et avec le temps, donc si vous faites cela,
vous savez, quelquefois, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque entraînement. Mais si vous faites cela, disons, une fois par semaine environ, vous commencez à être à l'aise dans ces états d'activation plus élevés. Ce qui autrefois semblait accablant et demandait beaucoup d'efforts devient maintenant gérable. Cela devient tolérable. Donc, c'est pour gérer le stress à moyen terme. Et puis il y a le stress à long terme. Maintenant, le stress à long terme est mauvais. Vous ne voulez pas avoir un taux d'adrénaline élevé dans votre organisme pendant très longtemps. En fait, idéalement, votre stress devrait augmenter à différents moments de la journée, mais il ne devrait jamais rester élevé, et il ne devrait jamais vous empêcher de passer une bonne nuit de sommeil. Nous savons que le stress chronique, le stress élevé, et surtout chez les personnalités dites de type A, provoque des maladies cardiaques, la principale cause de mortalité dans presque tous les pays, mais en particulier aux États-Unis. Mais il faut surtout pas être stressé en permanence, de façon chronique, pendant des mois et des années. Les meilleurs outils, les meilleurs mécanismes que nous connaissons pour moduler le stress à long terme pourraient vous surprendre un peu. Tout d'abord, il y aura des choses qui ne vous surprendront pas, à savoir que tout le monde sait que faire de l'exercice régulièrement, bien dormir, utiliser des outils à utiliser sur le moment pour essayer de réduire la réponse au stress, etc. Tout cela sera vraiment utile. Les données montrent vraiment que les liens sociaux, et certains types de liens sociaux en particulier, sont ce qui va atténuer ou réduire le stress à long terme. Et c'est un sujet particulièrement important de nos jours, où nous avons tous ces substituts ou alternatives à la connexion sociale. Vous savez, nous sommes souvent en ligne et nous envoyons beaucoup de messages aux gens. Tout le monde ressent ce besoin de rester en lien les uns avec les autres. Les humains sont des créatures incroyablement sociales. La façon de penser au lien social et à la manière dont elle peut atténuer certains des effets à long terme du stress passe vraiment par les systèmes de neuromodulation, comme la sérotonine. La sérotonine, encore une fois, est un neuromodulateur. Les neuromodulateurs sont un peu comme des playlists dans le cerveau. Ils ont tendance à amplifier ou à favoriser la probabilité que certains circuits cérébraux et corporels soient activés, tandis que d'autres ne le seront pas. La sérotonine en général nous procure des sensations de bien-être à des niveaux très élevés. Elle nous fait nous sentir comblés et tend à nous donner l'impression que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans notre environnement immédiat. Lorsque nous voyons quelqu'un que nous reconnaissons et en qui nous avons confiance, de la sérotonine est libérée dans le cerveau. Et cela a certains effets positifs sur le système immunitaire, ainsi que sur d'autres systèmes de réparation neuronale, de synapses et d'autres éléments qui renforcent vraiment les connexions dans le cerveau et empêchent ce dépérissement à long terme des connexions. Donc la sérotonine est liée à la connexion sociale. Maintenant, la connexion sociale peut prendre de nombreuses formes. Certaines peuvent être des liens romantiques, d'autres peuvent être des liens familiaux non romantiques, des amitiés, des animaux de compagnie. Même des attachements à des choses qui nous procurent simplement de la joie. Avoir un sentiment de joie, un sentiment de vraiment apprécier quelque chose que vous voyez et dans lequel vous vous engagez, que vous soyez témoin ou que vous y participiez, cela est associé au système de la sérotonine. Et le jeu en fait certainement partie, tout comme la connexion sociale sous diverses formes. Ce sont des choses dans lesquelles il faut investir. Je serai le premier à l'admettre. La connexion sociale, l'amitié et les relations de toutes sortes, que ce soit avec des animaux, des humains ou des objets inanimés, demandent des efforts. Cela demande un investissement. Cela demande du temps et d'accepter que tout ne soit pas exactement comme on le voudrait. La connexion sociale est quelque chose pour laquelle nous devons faire des efforts, mais c'est incroyablement puissant. Trouvez seulement quelques personnes, même une seule, ou un animal ou quelque chose qui vous réjouit, croyez-le ou non, a des effets très positifs pour atténuer ce stress à long terme, pour améliorer divers aspects de notre vie en lien avec le stress et l'émotionnalité. Je pense que la première grande utilisation d'écriture sur le système nerveux sera pour le sommeil. Et je vais simplement vous donner 3 exemples. D'abord, il y a une étude où ils ont examiné le bercement d'un lit, un bercement mécanique, lent, d'un lit, et comment cela améliore le sommeil. Et c'est remarquable à quel point cela accélère la transition vers le sommeil, à quel point le sommeil des gens devient profond, etc. Ils ont également réalisé cette étude, à quelle vitesse les gens doivent marcher d'avant en arrière en berçant leur bébé. Il s'avère qu'il y a un certain rythme de marche. Il y a un article, je peux vous envoyer la référence, dans Cell Reports. Il s'avère que les parents trouvent le rythme idéal, et j'ai oublié combien de hertz c'est exactement, mais cela imite de très près la fréquence nécessaire du bercement du lit. Alors on se demande, d'accord, qu'est-ce que tout ça? Est-ce qu'on est né dans l'eau? Non, c'est pas ça du tout. Ça vient d'une cérémonie sonore. Aucun manque de respect envers les cérémonies sonores.
J'ai assisté à des cérémonies sonores vraiment sympas. Le truc avec ça, c'est que pour s'endormir, il faut oublier la position de son corps. C'est une étape très importante pour s'endormir, et il se trouve qu'il existe un moyen d'y parvenir. Il y a cette histoire folle de mouvement des yeux qui a été publiée dans Reader's Digest il y a quelques temps, et qui est devenue un peu virale, même si le mot viral n'existait pas à l'époque, où ils expliquaient aux gens comment s'endormir par eux-mêmes. En fermant les yeux et en déplaçant lentement leurs yeux d'un côté puis de l'autre, puis dans le sens anti-horaire, puis dans le sens horaire, puis en louchant un peu et en regardant leur nez, et enfin en expirant longuement. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai essayé ça. Oui, en général, on se réveille le lendemain matin. C'est fou. Mais le truc vraiment génial, c'est qu'il y a quelques gars du MIT qui m'ont contacté, et ils m'ont dit « Hé, on a ce masque de sommeil, on aimerait que tu l'essaies. Il mesure le sommeil paradoxal directement en observant les mouvements des yeux, et il peut induire le sommeil en moins de 6 minutes. » Comment ? En fait, il crée une stimulation derrière les oreilles. Il peut stimuler les mouvements oculaires, et tu oublies la position de ton corps, et tu t'endors. Ça agit sur le système vestibulaire, exactement. Donc les yeux sont liés au système vestibulaire pour contrôler le glissement rétinien. Il y a tout ce truc, tu sais, comme le tangage, le lacet, le roulis. Quand tu te déplaces dans l'espace, tu dois stabiliser les images sur la rétine, donc ton cervelet, et tes voies vestibulo-oculaires interviennent. Il y a quelques synapses entre les deux. Je connais très bien ça, parce que c'est sur ce genre de choses que mon labo travaillait pendant une longue période. On essayait de déterminer quelle cellule rétinienne, et quelle cible dans le tronc cérébral, et ainsi de suite. Bref, le flocculus du cervelet. Mais ce masque pour les yeux est vraiment génial. Tu le mets. Je n'ai aucun lien avec cette entreprise. Je crois qu'ils m'ont contacté, mais je n'ai rien fait avec eux. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Tu mets le masque pour les yeux, et tu ressens un petit spasme derrière ton oreille. Tu l'ajustes vers le bas, jusqu'à ce que tu ne le sentes plus. Et ce qui est fou, c'est que tes yeux commencent simplement à bouger. J'ai l'impression que ça me tiendrait éveillé. J'imagine qu'on s'y habitue après une nuit ou deux. Ça te donne très envie de dormir. Donc il y a aussi une relation entre certains mouvements oculaires et l'état général d'éveil. Alors, ce genre de choses, je ne veux pas dire que c'est rudimentaire, mais c'est la première incursion dans l'action sur le système nerveux, pour induire un état cérébral. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est tellement objectif. Par exemple, si t'essaies ce truc, encore une fois, je ne vends pas ce truc, mais si tu l'essayais, et que tu te disais « ça ne m'a pas vraiment aidé, je veux mon remboursement garanti », pas de problème. Alors que beaucoup de choses, concernant la plasticité, la concentration, c'est plutôt subjectif. Oui, et c'est soumis à l'effet placebo. Donc je pense que le sommeil, c'est le premier domaine où la lecture des signaux du système nerveux a vraiment été mise en avant, avec les hurrahs, les whoops, les 8 sleeps et ce genre de choses. Je pense aussi que le sommeil sera le premier domaine où l'on commencera à agir sur le système nerveux. Tu es un pur produit du podcast. Et pourtant, l'auteur du livre à paraître. Protocols, an operating manual for the human body. Quelle est la structure du livre ? T'as fait allusion aux 7 mini-livres. À quoi les gens doivent-ils s'attendre dans le livre ? Donc, une introduction qui explique comment utiliser le livre. J'ai toujours aimé ce genre de choses. Comment utiliser ce livre. Et il y a mon histoire personnelle et le genre d'énergie, la motivation spirituelle derrière l'envie de faire un livre qui enseigne la science et qui parle de santé, de bien-être et de performance. Les gens peuvent la sauter ou la lire, ça m'est égal. Le premier chapitre est entièrement consacré au sommeil. Donc vous allez apprendre la science du sommeil et vous découvrirez différents protocoles, du plus important et le plus efficace jusqu'à ceux qui sont toujours efficaces, mais un peu moins essentiels pour le sommeil. Et surtout, pourquoi ils fonctionnent, en se basant sur la science que vous venez d'apprendre. Ensuite, un chapitre sur l'exercice définit le programme. Nous avons également abordé une section sur la mobilité. Beaucoup de gens parlent de marcher et de compter les pas, mais cela précise vraiment ce qu'il faut en la matière, selon ce que dit réellement la science. Une section sur l'exercice cardiovasculaire et comment le structurer. Encore une fois, l'objectif est, oui, je pense que ce programme fonctionnera exceptionnellement bien pour tout le monde. Mais les principes qui en découlent ne sont pas que vous devez faire ce cours-ci ou ce cours-là. Une fois par semaine, amenez votre fréquence cardiaque aussi près que possible de son maximum, de manière contrôlée et sécurisée. Une fois par semaine, faites cela. D'accord. Et pourquoi ? Et quels sont les bénéfices ? Ce que dit la science. La partie sur l'entraînement en résistance était aussi très intéressante, car cela m'a permis d'approfondir les données désormais très solides sur ce qui déclenche réellement l'hypertrophie et la force. Il s'avère que vous pouvez faire entre 5 et 30 répétitions, tant que vous allez jusqu'à l'échec, et obtenir les mêmes résultats en termes d'hypertrophie. Mais ensuite, il faut rester pragmatique. Prenez du recul et demandez-vous, est-ce que je vais faire 30 répétitions de curl biceps ? Peut-être, mais moi, je ne vais pas faire 30 répétitions de squat jusqu'à l'échec. Eh bien, les 20 premières... Si vous n'avez jamais essayé ça, amusez-vous bien. Ouais, exactement. Et c'est très difficile de garder une technique parfaite avec des répétitions élevées. En fait, c'est plus facile à faire avec des charges modérées à lourdes pour la personne. Le troisième chapitre porte sur le stress et la gestion du stress. Celui-là était amusant parce que c'était un domaine actif de mon laboratoire pendant longtemps. Le chapitre suivant porte sur la lumière, en expliquant que les LED ne sont pas forcément un problème.
On ne peut plus avoir d'ampoule à incandescence. Mais si vous ne recevez pas assez de lumière à longue longueur d'onde, cela pose problème pour un certain nombre de choses liées à la santé mitochondriale et à la santé rétinienne. Est-ce qu'on peut considérer la lumière à longue longueur d'onde comme une bonne façon de penser à la lumière naturelle? Oui, donc le soleil est à spectre complet, il contient tout, des UV jusqu'au rouge, proche infrarouge et infrarouge. La chaleur du soleil étant de l'infrarouge. Quand le soleil est bas dans le ciel, vous allez capter plus de lumière à longue longueur d'onde, et moins d'UV, à cause de ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. C'est pour ça que le soleil paraît plus jaune ou orange quand il est bas dans le ciel. Le but, en réalité, c'est d'obtenir autant de lumière à longue longueur d'onde que possible. C'est un peu l'équivalent, pour la lumière, d'une protéine de haute qualité, sans recevoir trop d'UV. Il vous faut un peu d'UV. Le problème, c'est qu'au milieu de la journée, quand le soleil est au zénith, vous allez recevoir une lumière à spectre complet, mais vous allez en recevoir trop. Beaucoup de gens reçoivent trop d'UV. Maintenant, c'est un sujet controversé. Les gens disent, vous savez, plus vous recevez de lumière du soleil, plus vous vivez longtemps. Le moment de la journée où vous vous exposez au soleil est important, non seulement pour régler les horloges circadiennes, mais aussi pour d'autres raisons. Je parle aussi du fait que la lumière à grande longueur d'onde peut en réalité traverser un t-shirt comme le vôtre, et passer à travers tout votre corps. Et comme la lumière à grande longueur d'onde est absorbée par l'eau, elle est en fait absorbée dans les parties de vos cellules qui favorisent le mouvement dans la chaîne de transport des électrons des mitochondries. Cette idée que nous sommes des batteries est en quelque sorte vraie. Si vous faites de la plongée avec tuba, vous remarquerez qu'après environ 3 mètres, les poissons rouges disparaissent. Ils n'ont pas disparu, n'est-ce pas? Le rouge a été absorbé dans les premiers mètres d'eau. Et en fait, beaucoup d'animaux et de poissons remontent à la surface, parce qu'il y a beaucoup de nutriments intéressants qui s'y trouvent. La lumière à grande longueur d'onde est réfléchie par la végétation. Si vous mettiez des lunettes infrarouges pendant la journée, vous verriez que la végétation reflète énormément la lumière à grande longueur d'onde, ce qui est étrange, parce que c'est vert, donc cela devrait absorber la lumière à longue longueur d'onde. Je parle un peu de la lumière et de l'énergie électromagnétique d'une manière qui devrait être accessible à tout le monde. Donc ce chapitre était vraiment un plaisir, c'était tellement amusant. Je n'avais pas pensé au soleil de cette façon depuis longtemps. Mais le but, c'est que les gens comprennent la différence entre la thérapie par la lumière rouge, si vous êtes soumis à beaucoup de, vous savez, des lumières LED ou devant des écrans la nuit. Pourquoi? Il est important d'essayer d'obtenir un peu de lumière du soleil pendant la journée, pour compenser cela. Pas seulement à cause des effets sur le sommeil, mais aussi parce que ce que vous ne voulez pas, c'est beaucoup de lumière LED à onde courte, sans lumière à onde longue, dans votre cycle de 24 heures. Ou la lumière du jour, le cycle de la lumière du jour. Cela peut entraîner de la myopie, allongement du globe oculaire, ce qui signifie que l'image se focalise devant la rétine. C'est pourquoi les gens portent des verres correcteurs. Et quelques autres choses sur la relation entre la lumière sur la peau et la production d'hormones, et pourquoi cela est bénéfique pour la longévité. D'accord. C'est mot. 5. Ensuite, le chapitre 6 porte sur la neuroplasticité, l'apprentissage et les moyens d'augmenter la vigilance. Et je passe tout en revue. Tous les outils comportementaux, la pharmacologie, je parle de l'adéral, de la synéphrine, je parle de la façon dont à travers l'histoire, les gens, depuis qu'ils l'ont découverte, ont trouvé des moyens d'introduire de la caféine et de la nicotine dans leur organisme. Ils n'arrêteront jamais de faire cela. J'ai parlé des avantages et des risques relatifs de ces différentes choses, des modes d'administration. Et je parle de la véritable science de la neuroplasticité. Et ça, bien sûr, c'est, vous savez, une vieille passion pour moi, et mon domaine de prédilection. Donc, pour vraiment parler de ce qu'il faut faire, je les appelle des séances d'apprentissage. Comme si vous alliez vous asseoir et faire quelque chose de difficile. C'est-à-dire, je pense que c'est ce que l'écriture du livre a été pour moi. La façon dont je le décris, c'est le besoin de ressentir cette friction interne, et à quel point c'est important. Non seulement pour le soulagement quand c'est terminé, mais aussi à quel point c'est important pour la longévité du cerveau. Et j'espère vraiment que les gens prendront l'initiative d'apprendre quelque chose de nouveau. Je sais que c'était un domaine actif pour toi, tu sais, apprendre le tango, apprendre le kickboxing, apprendre à cuisiner, tant de choses. Et simplement la valeur incroyable que cela apporte à l'enrichissement de la vie, mais aussi pour la santé et la longévité du cerveau. C'est sûr, même le multilinguisme est corrélé, pour être clair, corrélé à une espérance de vie en bonne santé plus longue. C'est cool. Il y a des choses vraiment intéressantes à ce sujet. Donc oui, continuez à apprendre. Il y a une page Instagram, je vais la trouver. Je l'ai découverte lors d'un voyage tard dans la nuit. Je dois trouver le nom de ce gamin. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend 3 jours pour apprendre des choses, en partant de débutant complet jusqu'à devenir un extrêmement bon dans une chose précise, comme le morceau de clarinette le plus difficile. Et tu le vois commencer au début, il est là, pardon, je postillonne partout, mais c'est ce qu'il faisait aussi. Et puis à la fin, il joue de la clarinette, donc il est là, ouais. Ou alors, est-ce qu'il peut jongler avec un ballon de foot? Est-ce qu'il peut faire ça 100 fois, et ensuite le tirer dans le panier, et faire un panier parfait? Il montre simplement que si tu t'investis complètement dans les choses, tu peux apprendre tout ça. Mais la variété de choses qu'il fait est complètement incroyable. Et il est pas... je le connais pas, hein, mais s'il en avait truqué une, tu pourrais peut-être le remarquer. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, mais il touche à la musique, au sport, à toutes sortes de trucs cool. Des trucs cool. Ouais, donne-nous son pseudo. Ouais. Je vais le trouver. C'est vraiment cool. Ce gamin a tellement d'énergie.
Ça me rappelle beaucoup tes expériences en neuroplasticité. Tu te dis je vais faire un solo de batterie devant plein de monde, genre je me mets la pression, et c'est juste trop cool.